comportements sociaux et épidémies. Et Guillaume vient de l'Université de Lille. C'est impressionnant. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, j'ai une petite faveur à vous demander. Est-ce que vous pouvez regarder sur votre gauche, sur votre droite, plus précisément votre voisin, et plus précisément la distance qui vous sépare de votre voisin? Parce que si votre voisin a une infection, la grippe, la varicelle, la peste, le choléra, ce que vous voulez, très clairement, votre chance de l'attraper va être directement proportionnelle à la distance qui vous sépare de lui. Parce que c'est la principale particularité des maladies infectieuses, c'est que c'est transmissible. Oui. Et donc, si je veux comprendre comment un microbe va passer de votre voisin à vous, puis à l'ensemble de la population de cette salle, avant de s'attaquer à la France et au monde, il suffit simplement que je comprenne comment se font les contacts entre vous. Ça peut se faire de manière assez simple. Je peux vous faire un sondage, vous demander de noter sur un bout de papier tous les contacts que vous avez eus aujourd'hui. Je peux vous brancher des petits capteurs qui vont me donner la distance avec les différentes personnes de cette salle et vont pouvoir me donner des informations sur la manière dont vous avez des contacts entre les gens. Je peux simplement équiper vos smartphones d'une application qui, sous réserve que le Bluetooth soit allumé, permettra de me dire à quelle distance vous vous trouvez d'un autre smartphone. Et à partir de là, je peux reconstituer des modèles mathématiques qui vont me dire comment sont les contacts et donc comment les microbes vont diffuser. Et ça me donne un certain nombre d'informations. Par exemple, on sait maintenant qu'on a beaucoup plus de contacts par une belle journée de printemps comme aujourd'hui que par une pluvieuse journée d'hiver comme il y a quelques mois. Indépendamment de la saison, les contacts se font beaucoup plus chez soi, ou à l'école, ou à la fac, ou sur le lieu de travail, que dans les transports en commun. Parce que dans les transports en commun, même si c'est le métro aux heures de pointe, essentiellement on est comme ça, ce qui ne favorise pas tellement le contact. Donc on ne transmet pas tant de choses que ça dans le métro aux heures de pointe. On sait aussi par exemple qu'on a essentiellement des contacts avec des gens du même âge que nous, à 2-3 ans près. Mais aussi avec des gens qui ont 30 ans de différence d'âge. Nos enfants et nos parents. Et surtout, on sait que les plus jeunes, les enfants et les adolescents, ont environ entre 4 et 5 fois plus de contacts que les adultes. Mais dites-moi, si les enfants ont 5 fois plus de contacts que les adultes, c'est que c'est eux qui transmettent les infections. Et effectivement. Simplement, comme beaucoup de maladies infectieuses, on sait qu'elles sont assez souvent bénignes chez l'enfant, mais par contre qu'elles sont potentiellement dangereuses chez l'adulte. Donc les jeunes transmettent l'infection, mais les vieux meurent. D'où l'intérêt de cibler les enfants pour les campagnes de vaccination, les fermetures d'écoles, etc. Mais ça pose une question. Est-ce qu'il est normal de vacciner un groupe de gens alors que le bénéfice va destiner à quelqu'un d'autre? En gros, est-ce que vous vaccineriez vos enfants pour protéger ma maman? Ça, ce n'est pas les maths ou la médecine qui peuvent répondre. Comme souvent, les sciences dures donnent les moyens, donnent les connaissances pour agir, mais c'est la philosophie qui va nous permettre de faire les bons choix. Merci à vous. C'est vraiment impressionnant vu d'ici. Hein. On a considérablement augmenté nos risques de contamination en étant ici. Vous, plus que moi d'ailleurs. Les jurys veulent poser des questions. J'ai une petite question. Est-ce que cette théorie est applicable à toutes les maladies ou est-ce qu'il y a des maladies qu'ils ont vu que les enfants, c'est... Alors, en fait, le sida peut-être qui est évident. Mais... En fait, il y a deux phases. Cette manière de modéliser les contacts est en fait une trame qui peut s'appliquer à beaucoup de pathogènes. Simplement, ce qui est le plus facile à faire, c'est de modéliser les contacts, les maladies à transmission directe, comme la grippe, la varicelle. Voilà. Néanmoins, ça peut s'appliquer via des modèles un petit peu plus complexes à d'autres types de maladies. Moi, j'ai envie de savoir d'où vous venez. Vous êtes philosophe, médecin, pas du tout. Sociologue? Alors, je suis médecin, en fait. Mais cela dit, pour l'anecdote, un copain qui travaille dans la même unité que moi, travaille comme moi sur les modèles mathématiques en maladies infectieuses, et comme il s'intéressait à l'impact, la manière dont les populations réagissaient aux campagnes de vaccination, il a commencé un double cursus en philosophie, ce qui lui donnait les réponses aux questions qu'il n'arrivait pas à répondre en tant que scientifique pur. Vous avez commencé par dire que c'est la distance elle-même qui est le plus significatif, mais est-ce que ce n'est pas la qualité du contact?
les selles peuvent avoir un impact sur quelqu'un qui est très loin. Vous avez tout à fait raison. En fait, c'est tout un tas de choses. Et dans les modèles sur lesquels je travaille, en fait, on note un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'il y a la distance, il y a le contact physique. Faire ça, même si je lui tourne le dos, ça peut avoir pas mal d'implications. Là, tu es infecté. Donc, effectivement, le type de contact qui va jouer sont des informations dont on tient compte dans les modèles. Voilà. Merci à vous.